Alors, je vais me présenter déjà. Je suis Sylvie Thirion, maître de conférences en physiologie et en neurosciences à Aix-Marseille Université. Et j'enseigne de la première à la cinquième année en licence de sciences de la vie, puis en master de neurosciences, aux étudiants également de médecine. Et je suis ravie d'avoir eu le commentaire d'une maman d'un ancien étudiant qui me prie le bonjour. Moi, je suis ravie quand j'ai comme ça des retours d'anciens étudiants. Et j'effectue mes recherches maintenant à l'Institut de neurosciences des systèmes, avec surtout une mission particulière qui est de venir développer, organiser et autant que possible augmenter la diffusion, médiation scientifique envers tous les publics et générer un petit peu ou faire vivre ce lien science-société qui est important, à mon sens, pour nous chercheurs et pour la société dans son ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc d'addiction et j'ai nommé cette conférence « Quand le plaisir devient l'addiction ». Alors qu'est-ce que c'est que le plaisir ? En fait, c'est un des premiers penseurs à s'être exprimé sur le plaisir, c'est Épicure, qui disait que nous nommons plaisir ce que nous recherchons dans la vie. Autrement dit, la recherche de plaisir serait ce qui nous fait vivre, le moteur de notre existence. Et on va voir cette fois d'un point de vue scientifique et d'un point de vue même neuroscientifique qu'il était très juste dans ses propos. Alors nous avons des plaisirs qui vont être communs à tout un chacun. Ça va être par exemple manger, boire, se substanter, qui va être une source de plaisir, dormir également, être en lien les uns avec les autres, se reproduire. Et si on réfléchit à ce que représentent ces plaisirs communs, eh bien, c'est que ça va être des comportements qui vont être nécessaires, indispensables à déjà la survie de l'individu et d'une façon plus générale à la survie de l'espèce. Ce plaisir, on peut l'appeler aussi récompense et ça va être un moteur essentiel de la motivation d'une part et aussi de l'apprentissage. On en reparlera. Alors, ces plaisirs communs, après on sait que nous avons chacun des passions ou des activités qui vont nous être propres. Certaines sont obligatoires et ne nous motivent pas particulièrement, alors que notre voisin va être très fan de ça. Je vais penser au travail, par exemple. On n'a pas toujours conscience, mais ça peut être une vraie source de plaisir pour un certain nombre de personnes. Puis il va y avoir la musique, il va y avoir la danse, il va y avoir de jouer un instrument, de faire du sport, de s'adonner aux jeux vidéo, de lire, de passer un peu de temps sur les réseaux sociaux, etc. Donc ces plaisirs vont être nombreux et ça va être en fait quelque chose de fondamental, donc je l'ai dit précédemment. Et le plaisir, néanmoins, c'est une fonction qui est complexe. Si je vous demande de me définir, si j'avais commencé la conférence en vous demandant à chacun de me définir ou me décrire les plaisirs que vous avez dans la vie, vous auriez eu tous et toutes quelque chose à dire. Mais néanmoins, il faut bien avoir en tête que ce plaisir a plusieurs facettes et le fait de ressentir ce plaisir, c'est ce qu'on va appeler donc l'hédonie, et c'est ce qui va nous permettre, en fait, cette hédonie de trouver le moment plaisant, agréable, excitant, l'événement ou le comportement que l'on a. Il va y avoir une autre facette dans ce plaisir, ça va être la motivation. Parce que pour venir réaliser un événement plaisant, il va d'abord falloir y avoir un désir, une idée que quelque chose de plaisant va arriver, donc je fais des efforts pour venir ressentir ce plaisir,
et c'est ce qu'on va appeler motivation donc en sciences ou dans le langage également courant, mais ça va aussi correspondre à ce que l'on nomme le désir. Et puis, il va être nécessaire de faire le lien. Qu'est-ce que ça veut dire, faire le lien? Eh bien, c'est être capable de réaliser qu'un stimulus va entraîner donc un comportement qui va amener une récompense. Quand je vous disais que c'est le lien de l'apprentissage, si vous réfléchissez au fait que j'ai effectué un comportement qui a engendré beaucoup de plaisir, qu'est-ce qu'il va devoir y avoir avant d'avoir la motivation de recommencer? Il faut que ça vienne s'enregistrer dans notre mémoire. Il faut que le lien soit fait entre cette action a été source de plaisir. Je m'en souviens, je l'enregistre, ce qui va ensuite me motiver à venir refaire la même activité. Alors, les structures cérébrales qui sont impliquées dans ce plaisir sont nommées le circuit de la récompense. Pourquoi circuit? Parce que vous allez voir que ce n'est pas une seule zone du cerveau qui est impliquée, mais plusieurs régions. Et en fait, c'est une expérience qui a permis de mettre en évidence ce circuit du plaisir et une de ces zones centrales qui n'était pas du tout réalisée pour ça au départ. En fait, c'était deux chercheurs, donc Holtz et Milner étant l'étudiant en thèse de Holtz, qui cherchaient à venir caractériser une zone du cerveau qui était en lien avec la vigilance. C'est-à-dire qu'ils avaient mis le rat dans une cage et ce que vous voyez ici sur ce dessin, eh bien là, lorsque le rat se baladait et qu'il pénétrait dans la zone rouge, eh bien, une petite partie de son cerveau était stimulée et donc il apprenait petit à petit à éviter cette zone puisque cette partie du cerveau gérait donc tout ce qui était vigilance. Donc quand c'est comme ça, on fait les expériences. Bien sûr, on ne fait pas les expériences sur un seul animal. Il nous faut un groupe d'animaux parce qu'ensuite nous allons faire des analyses de moyennes, de statistiques. Tout marchait très bien, sauf un rat. Un rat qui, lui, avait complètement un comportement différent, voire opposé, parce que systématiquement, il revenait dans cette zone rouge. Systématiquement, donc, il cherchait à être de nouveau stimulé au niveau cérébral. Alors, ce rat, d'ailleurs, il a été nommé Jack, parce que quand c'est comme ça, vous savez, vous avez un groupe d'animaux, vous faites des recherches, on a quand même une certaine pression lorsque on est là en train de réaliser des expériences, on a envie que ça fonctionne, c'est long, c'est laborieux, mais quand on est chercheur, normalement, on est aussi curieux. Et donc l'étudiant en thèse en question s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a ce rat? Qu'est-ce qui se passe? Et il a donc disséqué son cerveau et il a pu s'apercevoir que l'électrode n'était pas bien positionnée dans cette zone de la vigilance, elle était positionnée un tout petit peu à côté. Alors là, ça démontrait rien. Mais quand même, ça donnait une piste à se dire, est-ce que, du coup, si je viens stimuler cette autre zone du cerveau, on va avoir la reproduction comme ça de ce comportement de revenir à chaque fois et de chercher à recevoir cette stimulation cérébrale. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qui a pu être montré? Eh bien, c'est que lorsque les rats étaient stimulés dans cette petite zone cérébrale, là, qui se nomme l'aire tegmentale ventrale, eh bien, ils revenaient encore, jusqu'à avoir un comportement compulsif, c'est-à-dire qu'ils oubliaient de manger. Si vous mettiez dans la cage un congénère et par exemple une femelle, eh bien le rat mâle ne s'y intéressait absolument pas. Il y avait donc des comportements complètement inhabituels et complètement frénétiques pour recevoir toujours donc cette stimulation.
Donc c'est ce qui a permis de mettre en évidence pour la première fois l'existence d'une zone dans le cerveau qui était liée à ce plaisir. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs une découverte par sérendipité, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout l'objectif de l'expérience et le résultat obtenu a été bien supérieur à celui que l'on était en train de chercher. Alors ce circuit de la récompense, voilà les différentes zones qui le composent. Vous voyez ici donc la VTA, l'aire tegmentale ventrale, un autre centre très important, tout aussi petit, est le noyau accumbens. Donc vous voyez que ce sont deux zones assez profondes, localisées assez profondément dans le cerveau. Et c'est d'ailleurs, en fait, ce circuit de la récompense et ces zones-là que je vais vous décrire, des structures que l'on partage avec l'ensemble des mammifères et au-delà d'ailleurs d'autres espèces animales et qui est donc conservée tout au long de l'évolution. Et quand on revient à ce que je vous disais tout à l'heure de donc cet indispensable fonctionnement, je dirais, plaisir ressenti dans des actions de base pour la survie de l'espèce, eh bien, on comprend mieux comment tout ça s'est développé. Alors d'autres régions sont impliquées. Vous avez l'amygdale qui est une petite structure en forme d'amande qui est très impliquée dans les émotions primaires, dans la peur, dans la vigilance. L'hippocampe, tout à l'heure je vous ai parlé de mémoire, eh bien c'est la zone cérébrale très importante pour tout ce qui va être et apprentissage et mémorisation, et puis d'autres substances noires, striatomes, et une autre zone dont nous allons reparler, qui est le cortex préfrontal, donc son nom vient du fait qu'il se situe juste derrière notre front, et qui, lui, va être plus une zone cérébrale impliquée dans tout ce qui va être prise de décision, réflexion, abstraction, ce qu'on appelle généralement, enfin de façon globale, tout ce qui est fonction cognitive. Alors vous voyez que ce n'est pas une zone, et ça c'est quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention. On voit quelquefois des images du cerveau avec la zone du langage, la zone de l'écriture, la zone des mathématiques, etc. Et en fait, ce cerveau ne fonctionne que en communiquant déjà de cellule à cellule, mais aussi d'une zone à une autre. Il y a vraiment des réseaux neuronaux qui sont à l'origine de l'ensemble de nos comportements ou de nos fonctions physiologiques, et non pas des petites zones cérébrales là, qui viendraient s'activer toutes seules. Alors comment ça se communique justement cette information, comment l'information transite? Bien pour ça, il faut faire un petit focus sur la cellule du cerveau, du système nerveux en général, cellule qui est donc le neurone. Alors le neurone a cette forme très particulière, on en trouve de morphologies différentes, mais à chaque fois il va y avoir des dendrites que vous voyez ici qui vont recevoir des messages. Il va y avoir ici un corps cellulaire, c'est un petit peu l'usine qui va permettre de fabriquer le message et ensuite d'envoyer le signal le long de l'axone, ici, que vous voyez ici, qui va propager ce message jusqu'aux terminaisons nerveuses. Et ces terminaisons nerveuses, eh bien, transfèrent le message. Alors c'est quelque chose qui va très vite. Là, j'ai pris plusieurs dizaines de secondes pour vous le raconter. La propagation du neurone, elle se fait à la vitesse de 100 mètres par seconde. Pour avoir un petit point de comparaison, la vitesse du son, c'est 300 mètres par seconde. Donc, c'est vraiment quelque chose de très rapide. Et néanmoins, c'est assez complexe puisque la communication, elle se fait via la transmission, d'abord la génération d'un signal électrique. Les neurones produisent de l'électricité. Et ce signal électrique, lorsqu'il arrive ici à la terminaison nerveuse, eh bien, va au niveau d'une zone donc, que l'on appelle la synapse.
eh bien, va venir se transformer en un message chimique. Ce que vous voyez ici, ces petites boules rouges, eh bien, ce sont des molécules qui vont être libérées ici par le neurone 1 et qui vont venir se lier à ce qu'on appelle des récepteurs, que vous voyez ici en violet. Et une fois que cette molécule chimique est liée à son récepteur, eh bien, ça transmet un signal au neurone d'à côté, donc ici au neurone post-synaptique. Alors ces neurotransmetteurs, ils peuvent être de différentes natures, ces molécules. Là, je vous ai mis celles que peut-être vous ne connaissez pas, elles ne sont pas particulièrement connues, mais par contre, c'est les neurotransmetteurs les plus présents dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on trouve à peu près 30% des neurones qui sont des neurones à glutamate et également à peu près la même proportion des neurones à GABA. Le glutamate, il va avoir un effet excitateur, c'est-à-dire que quand il envoie le signal vers le neurone 2, ça vient activer le neurone. Le GABA, lui, va avoir un effet inhibiteur, c'est-à-dire que quand il envoie un signal vers le neurone 2 va diminuer son activité. Alors, tout ça va donc être bien sûr beaucoup plus complexe qu'un neurone qui communique à un autre, et ça va se faire donc également par la transition d'ions, c'est-à-dire que ici vous retrouvez les récepteurs que je vous ai décrits tout à l'heure sur le neurone 2. Quand ici le glutamate en vert est libéré et qu'il se lie à ce récepteur, eh bien il y a des ions qui vont pénétrer dans le neurone. Ces ions vont être soit positifs, à ce moment-là ça donne un message excitateur, et pour le GABA, eh bien pareil, quand il vient se lier à ces récepteurs, ça vient engendrer un passage d'ions, mais cette fois des ions négatifs, ce qui fait que ça va diminuer l'activité du neurone. Alors il y a beaucoup d'autres neurotransmetteurs. Est-ce que vous en connaissez certains qui permettent comme ça des molécules qui permettent donc de venir faire communiquer les neurones entre eux? La sérotonine, la dopamine, les endorphines, tout à fait. Et on va venir tout de suite s'intéresser à la dopamine parce que vous le savez certainement. Eh bien, c'est ce qu'on appelle souvent la molécule du plaisir. Et ce neurotransmetteur, donc juste pour que vous soyez tout à fait au fait des découvertes récentes, on l'appelle la molécule du plaisir et je pense que vous allez encore l'entendre et la voir dans les médias être dénommée de cette façon encore pendant pas mal de temps. Maintenant, les recherches ont pu montrer que c'était plutôt la molécule du désir. C'est la molécule qui va engendrer la motivation et le plaisir ressenti serait plus sous la dépendance d'autres neurotransmetteurs que sont par exemple les opioïdes ou les endocannabinoïdes. On va revenir sur ces deux autres types de molécules. Alors comment ça se passe? Eh bien, lorsque on ressent du plaisir, lorsque l'on obtient une récompense, de la dopamine va être libérée, ce qui va donc engendrer ce sentiment de plaisir et ce qui va ensuite nous motiver à recommencer l'action. Alors, je vous ai sélectionné une petite vidéo qui va vous permettre de voir en image un petit peu comment tout cela se passe. Notre cerveau doit assurer de multiples tâches. L'analyse de stimuli de l'environnement, l'activité motrice ou sensorielle, la mémoire, l'apprentissage, la prise de décision, etc. Le plaisir, Son fonctionnement repose sur un réseau de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres. Pour se parler, les neurones utilisent des messages électriques, des messages chimiques, des neurotransmetteurs qui se fixent sur des récepteurs. Dans le cerveau, il existe un système qui favorise les actions nécessaires à notre survie que boire, la réalisation de ces actions apporte
de ces actions apporte des sensations plaisantes. D'où son nom, système de récompense. Ce circuit en boucle part du cortex, va dans le noyau accumbens, puis dans l'aire tegmentale ventrale, et revient au cortex via le thalamus. Pour aller du noyau accumbens à l'aire tegmentale ventrale, il y a deux voies possibles. La première passe par des neurones portant les récepteurs à la dopamine qui favorisent la réalisation des actions. La seconde voie qui au contraire freine les actions porte les récepteurs D2 à la dopamine. La récompense est l'aboutissement de plusieurs phases. Il y a un stimulus, par exemple la photo d'un gâteau dans un magazine. Le stimulus est analysé. La mémoire est interrogée pour savoir s'il y a des informations. Y a-t-il des gâteaux dans le frigo? Si on accorde peu de valeur au stimulus, par exemple, la voie D2 est activée et aucune action n'est entreprise. Si par contre la valeur du stimulus est élevée, cela me donne la voie D1 est activée et l'action commence. On se met en marche vers la cuisine. Plus on approche le frigo, plus l'excitation monte. Le système de récompense enclenche la libération de dopamine qui atteint son maximum quand on ouvre la porte du frigo. La dernière étape est la récompense proprement dit. Ce scénario est mémorisé avec une connotation positive. Si on pense au frigo ou au gâteau, cela donnera envie de manger. C'est l'effet renforçant. Il est dû à la dopamine qui prédit les récompenses et renforce les actions conduisant à leur obtention. La prise de drogue comme le cannabis, l'alcool, provoque une libération de dopamine bien plus forte que celle l'effet renforçant des drogues est donc très puissant. Si on répète la prise de drogue, le circuit D1 peut devenir hyperactif et pousser encore plus à chercher la drogue. Cette hyperactivité retentit sur la consommation qui devient c'est-à-dire qu'on aura le plus grand mal à s'arrêter. Plus on consomme de produits, moins on en tire de récompense. C'est l'accoutumance qui est un mode de défense du cerveau. Par contre, le désir peut être puissamment ancré dans la tête et l'absence du produit peut entraîner un mal-être appelé le manque, qui sera levé si on consomme. La recherche du produit devient alors envahissant. Au final, le produit peut kidnapper le système de récompense. La recherche et la consommation du produit monopolisera le cerveau, qui n'arrivera plus à assurer ses autres tâches. Le cerveau sera prisonnier. Bien sûr, tout le monde ne devient pas addict après avoir consommé. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le savoir à l'avance. Voilà, alors il y a beaucoup de choses dans ce petit film et je voudrais attirer votre attention sur cette voie D1 et cette voie D2. Donc je pense que vous avez bien compris qu'il s'agit de deux types de récepteurs pour cette même molécule qu'est la dopamine. Donc je vous ai décrit tout à l'heure le glutamate, neurotransmetteur excitateur, le GABA, neurotransmetteur inhibiteur. Eh bien, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ici, avec la dopamine qui nous intéresse aujourd'hui, selon le type de récepteur qui va être présent donc sur le neurone qui reçoit ce message, ça va pouvoir avoir un effet activateur ou inhibiteur. Alors, la transition avec l'addiction a déjà été évoquée dans ce film et
Qu'est-ce que l'addiction? D'après vous, qu'est-ce que c'est l'addiction? Alors, est-ce que l'addiction est une maladie ou pas? Souvent, c'est intéressant justement de recueillir comme ça les avis, parce que dans pas mal d'esprits, il y a cette idée que c'est un excès, mais qu'il ne s'agit pas spécialement d'une pathologie. L'addiction, c'est une maladie mentale. Et je pense qu'il est important de le savoir et puis aussi de le retenir. Alors peut-être que dans l'esprit de certains, ce n'est pas considéré comme une maladie, car ce mot est assez galvaudé. On entend beaucoup « Ah, mon fils est addict, il passe tous ses soirs enfermé dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo. Telle personne, elle est au restaurant, elle reste sur son téléphone, c'est aussi, elle est complètement addicte. » Ça ne veut pas, donc c'est un mot dans ce cas qui ne signe pas spécialement une maladie, mais l'addiction en tant que telle, c'est une pathologie et c'est une affection chronique qui est récidivante et qui va être caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de drogue, alors que l'on sait que cela a des conséquences nocives, négatives. Donc, l'individu est dépassé, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment un aspect qui dépend justement de la volonté ou de la motivation. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est une maladie, parce que bien quand on se retrouve face à des personnes qui souffrent d'une addiction, quelle que soit la drogue, souvent le message qu'on envoie, c'est « mais écoute, sois un peu motivé et un peu du caractère, tu vois bien que rien ne va plus, etc. » Ça ne suffit pas, même si la personne sait, même si elle est vraiment envie de sortir de cet état, elle ne le peut pas, en tout cas pas facilement, et dans un certain nombre de cas, il est nécessaire de venir l'aider et prendre en charge cette pathologie. Alors pour poser un diagnostic, ça ne se fait pas comme ça, justement, juste en discutant avec la personne. Il va y avoir une batterie de tests, de questionnaires, d'échelles neuropsychologiques qui sont regroupés dans un manuel qui s'appelle le DSM-5, car on en est à la 5e version. Et DSM, c'est Manuel statistique et diagnostic des troubles mentaux. Donc selon l'usage, eh bien, il va y avoir comme ça, évidemment, l'expérimentation, l'usage simple, un usage à risque, un usage qui peut être nocif, et ensuite on arrive dans l'addiction. Donc il peut y avoir une très forte consommation, un abus, sans que pour autant on soit dans la pathologie. Alors l'addiction, c'est toujours 3 choses. Il y a certes l'individu, et en fonction de sa personnalité, en fonction de sa susceptibilité personnelle, on va en reparler, va différer, on diffère tous les uns des autres. Bien sûr, il y a la substance, la propriété du produit, il y a des produits qui sont plus addictogènes que d'autres, la façon dont c'est consommé, et puis il y a l'environnement, le contexte social, le contexte de consommation, et là aussi il y a tout un tas de recherches qui s'effectuent, je vous donnerai juste un petit exemple tout à l'heure, qui montre bien que l'environnement est majeur. Alors, si on fait assez rapidement, il existe 11 critères dans ce DSM-5 qui sont interrogés via cette batterie de tests, mais si on en retient 5, c'est déjà un usage continu, donc c'est ce qu'on peut appeler les 5 C de l'addiction. Une perte de contrôle, c'est-à-dire, vous l'avez tout à fait exprimé précédemment, l'impossibilité de s'arrêter de consommer. Les conséquences, c'est-à-dire malgré les effets néfastes, eh bien, malgré ces conséquences, il y a une consommation qui se poursuit. Une consommation irrépressible
une envie irrépressible, c'est ce qu'on appelle le craving en anglais. Le fait de ne pas pouvoir se retenir, être complètement... Toutes les pensées sont focalisées donc sur cette envie, sur ce besoin, sur cette recherche. Et puis également la compulsion, c'est-à-dire donc la répétition rapide, le fait de ne pas avoir de possibilité de raisonner et par exemple d'étaler entre deux prises, de laisser du temps. Alors justement, je vous parlais de l'environnement et je n'ai pas le temps de le développer ici, mais j'ai voulu quand même en faire une diapositive parce que le contexte va être très important. Il y a un certain nombre de recherches qui sont effectuées. D'ailleurs, une équipe à Marseille, dans mon ancien laboratoire, s'y intéresse, à l'Institut des neurosciences de la Timone. Et qu'est-ce que montrent ici ces résultats ? Eh bien, c'est que, donc vous voyez ici, on a des cages, ce qu'on appelle des cages de Skinner, des cages de conditionnement répondant. Et le rat, à chaque fois qu'il va appuyer sur ce petit levier, eh bien, il va recevoir soit une dose, si on est en train de tester la cocaïne, soit une dose de cocaïne ou d'alcool ou de nicotine dissoute dans l'eau, peu importe. Eh bien, lorsque les rats sont mis en présence de congénères qui eux aussi consomment, leur prise de drogue, leur nombre d'appuis sur le levier va être supérieur à celui qui est quand ils sont seuls dans la cage. Quand maintenant le congénère en question n'est pas consommateur, qu'on le sépare par une vitre transparente, et qu'il est donc observé par un congénère non consommateur, eh bien le nombre d'appuis sur le levier, donc la prise de drogue, va être diminuée. On est chez des rats. Vous voyez quand même si on vient extrapoler ça à l'humain, ce que ça peut vouloir dire. Donc il y a vraiment ce contexte social qui est majeur et qui influe fortement. Donc non seulement le fait de se droguer, mais aussi le fait de se droguer plus ou de recommencer, et avec cette envie irrépressible dont je parlais tout à l'heure. Alors dans le petit film, il était fait mention de la tolérance. Qu'est-ce que c'est la tolérance en science ? Eh bien, c'est le fait qu'une même quantité de drogue, au bout d'un moment, quand on est dans une consommation continue, ne va plus avoir le même effet récompensant, ne va pas engendrer le même niveau de plaisir que ce qu'elle faisait au départ. C'est ça la tolérance. C'est-à-dire que pour la même quantité de drogue, on ne ressent plus la même intensité de plaisir, voire on ne ressent plus de plaisir du tout. Qu'est-ce que ça amène, ça ? Ça va amener l'individu à consommer plus. Eh bien, ça s'explique très bien de façon donc neurobiologique. Vous avez ici la petite synapse comme je l'ai représentée tout à l'heure, un neurone à dopamine qui libère donc la molécule, des récepteurs en face, donc plaisir ressenti. Lorsqu'il y a une consommation de drogue occasionnelle, on sait que les drogues vont libérer cette dopamine de façon plus importante que les actions que je vous ai nommées tout à l'heure, comme celle de manger ou même de faire l'amour, par exemple. Eh bien, lorsque l'on est en présence d'une drogue, la quantité de dopamine libérée est bien supérieure, ce qui fait que ça fait un effet important, un plaisir ressenti important. Donc ça s'explique parce que vous voyez ici mes petits points verts là, qui représentent la dopamine, eh bien, ils sont plus nombreux que dans le cas précédent. Et quand on va consommer, continuer à consommer, eh bien, il va y avoir une adaptation de l'organisme, et là ici en l'occurrence une adaptation au niveau des neurones, qui est que le nombre de récepteurs va diminuer.
Et ça, ça fait appel de façon générale à ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire que nous sommes ainsi faits, on est bien fait, la biologie est bien faite. Quand il y a des excès, eh bien, il y a toujours des systèmes de compensation qui permettent de venir remettre en équilibre notre organisme et nos fonctions. Et donc, le fait que ces récepteurs ici à la surface du neurone diminuent, eh bien, ça n'engendre plus le même plaisir, voire ça engendre plus du tout de plaisir. Donc, la même quantité de drogue va venir toujours libérer de la dopamine, mais il n'y aura plus de quoi recevoir le message et donc générer le plaisir de départ. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de venir focaliser sur 3 types d'addictions. La première, là ici, que je vais commencer à développer, s'appelle le binge drinking. Est-ce que vous connaissez ce qu'est le binge drinking ? Tout à fait. Ça va être de s'alcooliser, donc de façon très importante, dans un temps le plus court possible. Donc, évidemment, on boit de l'alcool, donc j'aurais pu traiter de l'alcoolisme, et certains des aspects vont être identiques, mais le binge drinking, c'est un comportement particulier dans cette prise d'alcool, avec donc cette idée d'alcoolisation ponctuelle importante. Ponctuelle importante, ça veut dire que le binge drinker, il ne va pas avoir tout à fait le même comportement que l'alcoolique qui va avoir besoin d'alcool, donc régulièrement, et quand il est vraiment dans une addiction importante, c'est même tout au long de la journée, et cette consommation est chronique. Là, ça va être ponctuel, c'est-à-dire qu'il va y avoir une absence de consommation pendant certains jours, puis cette consommation particulière qui est donc de venir prendre le maximum d'alcool en le minimum de temps. Alors c'est considéré comme un comportement de binge drinking quand en moins de 2 heures, 5 verres sont bu pour un homme et 4 verres pour une femme, selon donc ici l'Institut national pour l'abus d'alcool et de l'alcoolisme, qui est un organisme américain. Alors évidemment, un verre d'alcool, ça va pas être la même contenance selon l'alcool dont il s'agit, et c'est toujours considéré comme 10 grammes d'alcool pur, et d'ailleurs ici les volumes qui sont indiqués en dessous de chaque alcool différent, c'est ceux qu'on vous sert dans les bars. On ne va pas vous donner la même quantité de whisky ou de bière. Quand vous demandez un verre de bière ou un verre de whisky, eh bien c'est parce que l'étalon, je dirais, est de 10 grammes d'alcool pur. Alors, ce binge drinking, c'est un comportement qui est très répandu chez les jeunes, et une enquête là, qui date de 2022 a montré que un jeune sur 2, pratiquement, a déjà consommé de l'alcool. Là, c'était une enquête sur les 18-25 ans. Et 29% avaient déjà eu un épisode de binge drinking. Et on avait eu un épisode de binge drinking dans le dernier mois, le mois écoulé avant l'enquête. Donc, c'est quelque chose, ça fait près d'1 sur 3 de ces jeunes qui ont ce comportement. Alors, quand est-ce que ça se passe ? Eh bien, ça va être essentiellement, je ne sais pas si c'est essentiellement, mais en tout cas largement favorisé par les happy hours, par exemple. Vous savez que les jeunes sont friands de sorties jeudi soir, le vendredi soir, et puis voilà, c'est la fête. Et des bars, donc comme c'est une pratique courante en Angleterre depuis de longues années, c'est apparu en France un peu plus récemment, mais vous pouvez le retrouver partout maintenant. Et évidemment, si l'alcool coûte 2 fois moins cher, au lieu de prendre un demi, on va prendre une pinte, puisque on va avoir 2 fois plus pour le même prix. Et donc c'est essentiellement les jeunes qui s'adonnent à cette pratique. Et qu'est-ce que ça va engendrer ? Eh bien, d'un point de vue neurobiologique, donc ça va venir agir sur les neurones. Et la molécule donc, qui est contenue dans l'alcool, c'est l'éthanol. Et figurez-vous que l'éthanol, vous vous souvenez de
du glutamate dont je parlais tout à l'heure, ce neurotransmetteur, là, excitateur. Donc une fois qu'il vient activer les récepteurs, ça fait rentrer des ions positifs et ça vient activer le neurone 2. Et pour le GABA, la même chose, mais avec entrée d'ondes négatives et donc inhibition du neurone. Eh bien, l'alcool, l'éthanol, il est capable de se lier sur ce récepteur au glutamate et ça vient engendrer une diminution du signal perçu. C'est-à-dire qu'il vient un peu inhiber l'action excitatrice du glutamate. Pour ce qui est du GABA, eh bien là aussi, il est capable de venir se lier sur le récepteur du GABA et au contraire, il va venir augmenter donc, le signal qui va être ensuite transmis. Donc une diminution de l'excitation, une augmentation de l'inhibition, ça va mener à ce qu'on appelle la dépression du système nerveux. Donc il ne s'agit pas de la maladie ici, mais une dépression de l'activité neuronale. Et c'est ce qui explique, par exemple, l'effet de détente ressenti lorsque l'on consomme de l'alcool. Souvent, il y a une relaxation des muscles. C'est capable aussi de venir réduire la douleur. Plus on va consommer et plus cet état de détente va pouvoir tomber en somnolence. Et quand on est donc avec une consommation importante, on est de plus en plus dans une dépression du système nerveux, une diminution de son activité, et ça peut aller jusqu'à affecter la mémoire. Alors ça peut être des pertes de mémoire transitoires, quand on est sous, souvent la mémoire fait un peu défaut, quand vraiment c'est une forte alcoolisation, certains se souviennent même plus comment ils se sont retrouvés dans leur lit le soir, mais ça peut aussi, et on le verra, agir sur la mémoire à long terme. Et puis créer une hypothermie et voire un coma dans les cas les plus graves. Alors ça, on est dans l'effet de l'alcool de façon globale. Maintenant, si on veut venir étudier le binge drinking, ça a été un peu une gageure pour les chercheurs parce que on fait toujours ces expériences là, sur les petits animaux de laboratoire pour venir vraiment décrypter les mécanismes qui sont à l'origine, donc qui vont être soit perturbés, soit donc augmentés, soit diminués, etc. Et comment créer en fait un modèle de rat binge drinker. C'était pas si évident que ça. On est resté avec le même style de protocole, c'est-à-dire mis les rats dans une cage de Skinner où à chaque fois qu'ils pressaient le levier, ça leur délivrait donc une quantité d'alcool définie. Et on a pu donc observer en fonction de la concentration d'alcool que l'on met ici dans le biberon, et également en fonction du temps que l'on laisse un animal pour consommer cet alcool, qu'on arrivait à créer des rats binge drinkers, c'est-à-dire qui vont consommer plus que ceux qui ont juste été mis en présence d'alcool, mais pendant plus longtemps, en réduisant le temps, c'est-à-dire qu'on fait la manip une fois, 2 fois. Le groupe ici de high drinkers, donc ceux qui consomment beaucoup, là c'est ceux qui consomment modérément, on les laisse 1 heure ou on les laisse une demi-heure. Ils vont appuyer à peu près de façon égale sur la pédale. Par contre, quand le rat est laissé 1/4 d'heure seulement, de plus en plus, il appuie sur cette pédale parce qu'il apprend au fur et à mesure des essais, puisqu'on fait ça plusieurs jours de suite, que le temps va être court, ça le fait consommer de plus en plus. Donc, il y a ce comportement d'alcoolisation immédiate dans un temps réduit, et c'est bien la définition du binge drinking que je vous donnais tout à l'heure. Du coup, on a pu observer et expérimenter ce que cela pouvait engendrer sur leur comportement. Et une des études là, que j'ai sélectionnées s'était intéressée à la prise de décision.
Alors, comment est-ce qu'on peut tester chez les rats leur prise de décision? Eh bien, on les met dans une arène de ce type, où il y a 4 portes ici, vous voyez, devant eux, avec ici un petit orifice sur lequel ils peuvent venir mettre leur museau. Et à chaque fois qu'ils viennent mettre leur museau, ça ouvre la trappe et ça leur permet d'accéder ici à une récompense. Alors, dans cette expérience, lorsqu'ils viennent mettre leur museau au niveau de la porte 1 et de la porte 2, ils obtiennent un morceau de sucre. Dans le compartiment 3 et le compartiment 4, ils obtiennent à chaque fois 2 morceaux de sucre. Seulement, quand c'est la porte 1 ou 2 qui choisissent, donc là où ça permet d'accéder à un morceau de sucre, autant de fois qu'ils viennent appuyer, autant de fois le morceau de sucre apparaît et autant de fois ça leur délivre la récompense. Pour les compartiments 3 et 4, ils en obtiennent plus, puisque c'est 2 morceaux de sucre d'un coup, mais ils ont un temps de latence avant que le compartiment puisse s'ouvrir à nouveau. Et au bout d'1 heure, en fait, si ils viennent choisir donc uniquement les compartiments 1 ou 2, eh bien, ils ont réussi à accumuler et donc à consommer 160 morceaux, alors que lorsqu'ils viennent choisir le compartiment 3 ou 4, où ils ont 2 morceaux, mais où il y a un temps d'attente entre chaque récompense, eh bien, ça leur permet d'obtenir 60 morceaux uniquement. Donc, il y a un choix qui est avantageux, parce qu'ils sont comme nous, ils sont gourmands, les rats, et un autre qui est désavantageux. Qu'est-ce qui a pu être observé à partir de ces expériences? Eh bien, c'est que vous avez ici les rats, donc contrôle en blanc. Vous voyez qu'au début, ils choisissent un peu au hasard, on est à 50%, ils se retrouvent dans la cage, une fois ils vont d'un côté, une fois ils vont de l'autre, et puis au fur et à mesure, ils se rendent bien compte que c'est plus avantageux d'aller sur les portes 1 et 2, où systématiquement ils sont récompensés. Alors qu'en fait, les rats binge drinkers, eh bien jamais ils ne vont avoir cette capacité d'analyse et cette capacité de faire le choix avantageux. Donc il y a une altération de la faculté de prise de décision. On comprend bien que du coup, ça va venir la perturber et intensifier cette consommation sans capacité donc de réflexion et d'action sur cette décision. Alors, d'autres types d'expériences ont été réalisées. Ça a pu montrer aussi que ça avait des conséquences physiques plus importantes, donc quand on est avec une alcoolisation de type binge drinking qu'avec un alcoolisme chronique, des conséquences aussi sur la mémoire. Et je vous disais tout à l'heure, c'est surtout effectué chez les jeunes, ce type de comportement. Or, l'adolescence est vraiment une période à haut risque. C'est vraiment une période à haut risque parce que notre cerveau, on naît avec nos 86 milliards de neurones, mais tout va être ensuite dans la façon dont ces neurones se connectent, dans la façon dont ces circuits vont se créer et vont se renforcer. Et en fait, la maturation cérébrale, eh bien, elle va être terminée environ à 25 ans. Donc, c'est un âge relativement tardif. Et ce que vous voyez ici sur ce graphe, c'est justement le nombre de synapses formées, donc ici à l'âge, dans les premiers moments de la vie, chez le bébé, puis chez l'enfant, puis à l'adolescence. Et au début, il va se faire plein de synapses, plein de connexions de neurones les uns avec les autres. Et il y en a trop. Et donc, quand il y en a trop, si c'est un peu connecté partout, c'est pas aussi efficace. Et ça va être, donc, petit à petit, la maturation va consister en ce qu'on appelle un élagage synaptique, c'est-à-dire que certaines des connexions vont disparaître pour venir en renforcer d'autres. Et cet élagage synaptique, eh bien, il se fait assez tardivement, et en plus, il se fait le plus tardivement au niveau du cortex préfrontal.
Ce cortex préfrontal, c'est quoi? C'est cette partie du cerveau qui va être justement capable de nous faire prendre du recul sur un comportement ou sur une envie, qui va permettre donc d'inhiber certains comportements. Et en fait, ça va être cette région-là qui va être mature le plus tardivement. Les régions limbiques, qui sont les régions dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin en tout cas le système de la récompense, des régions plus profondes du cerveau, elles vont être matures plus vite. Cet élagage synaptique aura lieu plus précocement, et c'est ce qui explique les comportements à risque que l'on retrouve plus chez les adolescents que ensuite chez les adultes, que ça soit donc les manèges à sensations, que ça soit d'aller sauter dans les calanques, que ça soit tout ce genre d'actions. Quand vous regardez un petit peu l'âge des personnes qui pratiquent ça, vous en voyez assez peu qui sont donc des adultes de 30, 40 ou 50 ans. Donc cette prise de drogue, quand elle est faite à cet âge-là de l'adolescence et jusqu'à 25 ans, eh bien elle va avoir des impacts. Vous avez vu que ça venait jouer sur ces neurones et sur la façon dont sont connectés ces neurones, et ça va avoir des impacts qui sont durables. Ces modifications vont être durables et donc vont impacter au long cours la santé ou l'activité cérébrale de ces individus. Alors, autre substance, le cannabis. Le cannabis, c'est aussi une drogue très largement consommée, et c'est la première substance consommée par les adolescents. Là, ici, des statistiques. Donc, chez des adolescents de 17 ans, eh bien, 61% déclarent n'avoir jamais consommé de cannabis, mais il y en a 39%, donc à 17 ans, qui ont déjà consommé. La première expérimentation se situe autour de 15 ans, et à la fin du collège, un jeune sur 4 en a déjà consommé. Alors, vous savez qu'il y a 2 molécules actives principales dans le cannabis. Le CBD, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années. Il est même en vente libre dans un certain nombre de magasins. On peut en acheter librement. Et l'autre molécule, c'est le THC. Et ce THC, donc, qui va être la molécule principale à l'origine donc, des effets du cannabis. Alors, pourquoi ce cannabis a un effet sur nous et un effet sur notre cerveau? En tout cas, pourquoi le THC à travers le cannabis? Eh bien, parce que nous-mêmes, nous fabriquons de façon physiologique des molécules qui ressemblent à ce THC, qui ressemblent aux molécules du cannabis et que l'on a nommées les endocannabinoïdes. On produit des endocannabinoïdes. Vous avez bien compris que quand il y a une molécule, pour qu'elle ait une action, il faut qu'elle possède un récepteur, et donc il existe des récepteurs aux endocannabinoïdes, et c'est ces récepteurs qui vont être détournés lorsque on consomme du cannabis, et c'est à ce niveau de ces récepteurs que va venir se lier donc ce THC. Alors, de façon physiologique, ces endocannabinoïdes, eh bien, ils ont une fonction dans pas mal de choses, dans l'humeur, par exemple, dans la mémoire, dans l'appétit. Ils vont aussi être impliqués dans tout ce qui est phénomène douloureux, dans les émotions, dans le sommeil. Donc, vraiment, cette transmission-là par ces endocannabinoïdes est impliquée dans de nombreuses fonctions. Et ce qui se passe, donc, c'est qu'ils vont moduler la libération des neurotransmetteurs, c'est-à-dire que vous voyez ici leurs récepteurs localisés sur le neurone donc, qui d'habitude envoie le signal, le neurone qu'on appelle présynaptique, et ils viennent moduler, c'est-à-dire soit ils permettent qu'il y ait plus de neurotransmetteurs libérés, soit moins de neurotransmetteurs libérés.
Alors, qu'est-ce que vont être les effets du cannabis? Eh bien, quand on est dans une consommation occasionnelle, c'est souvent une sensation d'euphorie, de relaxation, de modification un petit peu de son environnement. Il y a une fluence verbale qui est augmentée, peut aussi une distorsion spatio-temporelle, on sait plus bien donc où on est, à quel moment on se situe. Donc tout ça est vécu différemment, bien sûr, selon les individus. Ça va aussi agir chez certaines personnes sur l'équilibre, donc sur la locomotion. Et puis, quand on est dans une consommation régulière, ça a un impact important sur la mémoire et également sur le risque d'épisodes psychotiques et sur le risque de développer une schizophrénie. Alors, je vais vous expliquer ça. Déjà sur la mémoire, c'est une étude donc, qui a été réalisée sur une très large cohorte. C'était une étude, c'est les Néo-Zélandais qui ont réalisé cette étude, donc un grand nombre d'individus. Et chez ces individus, donc, ils avaient réalisé un certain nombre de tests qui permettaient de mesurer la mémoire d'une part et l'attention d'autre part. Et ils ont séparé cette cohorte en regarder qui était non consommateurs de cannabis versus les consommateurs de cannabis à long terme, c'est-à-dire qui consomment régulièrement et depuis un certain temps. Ce qui a pu être montré, c'est qu'il y a des déficits de mémoire qui sont observés chez les consommateurs chroniques de cannabis, des déficits d'attention également, de capacité d'apprentissage. Et quand on regarde le cerveau, eh bien, on se rend compte que l'hippocampe, vous vous souvenez, cette structure impliquée donc dans la mémoire, dans l'attention, eh bien, cet hippocampe est diminué, il y a un volume donc diminué. Donc, même sur l'anatomie du cerveau, eh bien, on va observer des effets de ce cannabis. Je vous parlais aussi de troubles donc, psychiques et en particulier d'épisodes psychotiques. Là aussi, c'est une étude donc, qui a été réalisée cette fois par les Anglais à partir d'une biobanque donc, de 100 000 participants. Et ces différents participants, eh bien, on est venu les trier en fonction de leur consommation de cannabis. Il y avait ceux qui jamais n'en avaient consommé, ceux qui avaient testé uniquement, ceux qui en consommaient à peu près tous les mois. Certains, donc notre groupe qui consommait à peu près toutes les semaines et d'autres qui étaient de très gros consommateurs et qui consommaient en permanence, donc ici regroupés sous le terme quotidiennement. Ce qui est apparu, c'est que, donc après, à partir de ces groupes formés, on regarde combien dans chacun de ces groupes ont déjà connu des épisodes psychotiques. Ce qui a été observé, c'est que donc dans la population qui n'avait jamais consommé de cannabis, il y avait 4% d'individus qui avaient déjà vécu des épisodes psychotiques. Ça monte ensuite à 7% dès qu'il y a une consommation de cannabis occasionnelle et jusqu'à arriver donc à plus du double, puisqu'on est à 9,6% d'individus qui ont connu des épisodes psychotiques dans les très gros consommateurs de cannabis. Ce qui a pu aussi ressortir de cette étude, c'est que l'apparition de ces épisodes psychotiques était plus précoce, arrivée à un âge donc plus jeune chez les consommateurs de cannabis. C'était des épisodes plus forts, plus lourds, il y avait une plus grande détresse psychologique. On trouve plus de filles que de garçons qui sont impactés par la consommation de cannabis en lien avec ces épisodes psychotiques. Et c'est aussi dose-dépendance que vous voyez bien avec les chiffres, c'est-à-dire que plus il y a de consommation et plus cette association cannabis-épisode psychotique augmente. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler du lien aussi qui est fait entre cannabis et schizophrénie. Alors, il est important d'être précis et d'être nuancé parce que on ne peut pas dire que le cannabis déclenche la schizophrénie. Par contre, ce qui est bien montré, c'est qu'il y a un lien
entre cannabis et schizophrénie chez les personnes qui sont porteurs de ce qu'on appelle une susceptibilité génétique. C'est-à-dire qu'on est tous porteurs des mêmes gènes, mais il va y avoir différentes formes de ces gènes. C'est ce qu'on va appeler les allèles. Et ces formes de gènes, c'est-à-dire que certains ça va être à des tout petits niveaux du gène que l'on va trouver une particularité qu'on appelle un polymorphisme. Là, je vous ai pris l'exemple du gène, donc avec le code génétique à 4 lettres. Ici, si on a une séquence ATCCC, eh bien, on va pouvoir trouver chez certains individus la séquence où il y aura ATCCG. Donc là, polymorphisme sur le 5e nucléotide, et d'autres aussi qui vont être porteurs d'un autre polymorphisme où ce C sera remplacé par un A. C'est des polymorphismes qui peuvent être tout à fait silencieux en termes de fonction de ce gène. C'est juste dans sa séquence. Et ce qu'on observe, eh bien, c'est que lorsque l'on est porteur d'un polymorphisme sur certains gènes qui ont été appelés des gènes à risque, pour ici la schizophrénie, et que l'on est consommateur de cannabis, eh bien ça augmente le risque de développer cette maladie. Donc on ne peut pas dire que le cannabis entraîne la schizophrénie. Le cannabis est à l'origine de la schizophrénie, sauf qu'il va par contre être un facteur de vulnérabilité supplémentaire quand on est porteur de ces polymorphismes génétiques. Et ça, on ne le sait pas, si on est porteur ou pas de polymorphismes sur ces gènes à risque. Donc il y a un lien en effet, mais il faut venir associer. Donc quand la génétique est permissive, je dirais, et qu'il y a consommation de cannabis, eh bien le risque de déclencher et de développer cette schizophrénie est augmenté. Alors, dernière substance que je vais évoquer un petit peu plus rapidement, c'est le protoxyde d'azote. Est-ce que vous connaissez le protoxyde d'azote ? C'était très en vogue il y a quelques années, vous le connaissez peut-être parce que... Non, c'est pas ça, c'est pas le gaz hilarant, c'est encore autre chose. Non plus, c'est pas non plus l'hélium, non, c'est autre chose. Voilà, c'est le gaz que l'on trouve dans les petites capsules qui permettent de faire mousser la chantilly, donc c'est ça le protoxyde d'azote. Alors c'est utilisé, c'est un gaz incolore, inodore, sans saveur, qui est utilisé donc pour mettre sous pression, donc par exemple faire la chantilly, qui est utilisé aussi en mécanique, qui est utilisé aussi dans le domaine médical parce qu'il peut être aidé lors de certaines anesthésies, et également pour venir diminuer la douleur. Alors, évidemment, tout ça, c'est de l'usage légal et donc sans problème particulier, parce que tout ça, même quand on est dans le domaine médical, est bien sûr contrôlé. Mais depuis quelques années, il y a une utilisation détournée qui s'est développée. C'est que, là aussi, c'est quelque chose qui est fait beaucoup chez les jeunes, c'est-à-dire que ils viennent donc déverser la petite capsule de protoxyde d'azote dans un ballon de baudruche, le respirer, et là ça fait un effet immédiat, très court, d'euphorie. Ça fait souvent, c'est des éclats de rire, on a un flash, distorsion sensorielle, enfin voilà, c'est un gros effet très rapide, qui se dissipe très très rapidement. Et c'est certainement pour cette raison qu'il a été banalisé à ce point. C'est très en vogue et très utilisé par les étudiants en médecine. Et c'était connu, y compris connu des instances de la fac, que dans les soirées en médecine, il y avait le proto qui était pas mal utilisé. Voilà, s'amuse. Il faut bien que jeunesse se passe, c'est rigolo, c'est fun, etc.
Il n'y avait pas d'études qui étaient faites dans ce sens, puisque ce n'était pas une utilisation qui avait été bien identifiée, et en plus que ça semblait relativement anodin. Alors, quelques chiffres. Entre 2015 et 2017, les enquêtes chez les étudiants ont montré que 24% avaient déjà consommé et 13,5% étaient des consommateurs actuels. Et en médecine, je vous disais, c'était chose usage courant. Eh bien, 77% en 2021 avaient déjà consommé, dont plus de la moitié au cours des 12 derniers mois. En Angleterre et au Pays de Galles, c'est la deuxième substance utilisée à des fins récréatives, après le cannabis. Alors, il peut y avoir des complications majeures. Alors déjà, quand on est dans une utilisation aiguë, donc si on est dans le test comme ça, eh bien, ça peut être l'hypoxie, parce que on se reçoit comme ça une grosse dose de gaz qui vient entraîner un manque d'oxygène. C'est très froid, c'est un gaz sous pression, donc quand on vient l'inhaler, ça peut causer des gelures, des brûlures. Il y a aussi quelquefois des pneumothorax, parce que ça fait un changement donc, de pression très, très rapide. Et ça a aussi un effet donc, de diminution de la douleur. Quand on est dans une utilisation chronique, eh bien, ce qui est observé, c'est des atteintes de la moelle épinière avec une faiblesse des membres, une perte de sensibilité, un engourdissement, voire une paralysie des membres inférieurs. Et j'ai fait travailler sur le sujet justement des étudiants en médecine que j'encadre donc dans une UE ou comme ça qui porte sur les neurosciences, et il travaillait cet étudiant travaillait aux urgences et il rapportait que c'était vraiment courant de voir arriver des jeunes dans des situations comme ça de paralysie, d'impossibilité donc de marcher, et avec certains gros utilisateurs donc qui avaient vraiment des lésions qui pouvaient aller très loin. Je vous ai sélectionné un petit film justement d'un médecin qui raconte son expérience. Donc là, on avait les conditionnements, on va dire, initiaux et historiques, une dose avec donc là on avait les conditionnements on va dire initiaux et historiques, une dose avec puis on a eu la capsule qu'on met dans les crèmes à siphon pour chantilly, qui représente à peu près et puis on a eu 100 capsules, la montée de ces conditionnements qui représente à peu près 80 à 100 capsules, donc vous voyez qu'il y a des conditionnements avec des couleurs, des pistons, donc ça c'est juste utilisé de façon récréative, on ne peut pas faire de la crème chantilly avec ça. Là on voit la version qui contient un équivalent de 400 à 600 de ces capsules. C'est vrai qu'avant, on devait consommer 100 capsules dans les voyez, c'est 100 capsules. Maintenant, on consomme une bonbonne. Donc c'est vrai qu'on se dit plutôt, j'ai fait 2-3 bonbonnes sur la soirée. Elle se présente dans le hall de salle en gros. Donc là, on avait les conditionnements, on va dire, initiaux et historiques, une dose avec la capsule qu'on met dans les crèmes à siphon. En fait, ce patient, il a abîmé toute sa moelle épinière sur la montée de ces conditionnements et qui représente à peu près 80 à 100 capsules. Qui viennent des donc, mains, vous voyez qu'il y a des conditionnements avec des couleurs, des pistons. Donc ça, c'est juste utilisé de façon récréative. On ne peut pas faire de la crème chantilly avec ça. Là, on voit la version qui contient un équivalent de 400 à 600 de ces marcher, se servir des bras pour avoir des mouvements précis, etc. Voilà, donc vous voyez que c'est quelque chose qui est loin d'être anodin et qui fait, alors je vous le disais, comme c'est relativement jeune comme pratique, il n'y a pas, non seulement pas beaucoup de recherche encore, de recul, il y a des recherches qui se font, mais de recul sur la recherche, et puis est-ce que c'est un problème de santé publique? Là, pourquoi je vous en parle alors qu'on est en train de parler d'addiction? Parce que certains des comportements associés à la consommation de cette substance remplissent les critères de l'addiction, mais pas tous encore. Par exemple, on n'a pas pu montrer particulièrement des faits de manque, l'effet du sevrage, qui est bien caractérisé pour toutes les drogues dont je vous ai parlé précédemment. Donc,
il y a de grandes chances, enfin moi j'aurais tendance à dire, même si c'est qu'une opinion personnelle, qu'on arrivera au fur et à mesure des recherches qui avanceront à trouver certainement des choses un peu atypiques, mais qui peuvent permettre de considérer cette substance comme addictive. Et par contre, le fait que ça soit vraiment très court comme effet et que ça soit banalisé, que ça a été banalisé pendant de nombreuses années, bien fait que autant il va y avoir chez certains jeunes cette prise de conscience quand même, oh là là, je vais quand même pas y toucher, d'accord, ça a l'air fun, mais je vais pas y toucher parce que je sais que je peux tomber dans telle dérive. Là, le proto, c'est vraiment pour l'instant très banalisé et donc consommé, comme vous avez vu, les chiffres parlent d'eux-mêmes par beaucoup de monde. Alors, pour finir, est-ce qu'on est tous égaux face aux addictions? Eh bien, en fait, non. Certainement que vous vous en doutez. Et ce qui a pu être mis en évidence, c'est que pourquoi on ne développe pas tous des addictions? Eh bien, parce qu'il va y avoir, d'une part, une vulnérabilité, c'est-à-dire une fragilité, une sensibilité à développer une maladie. Je vous ai donné l'exemple de la génétique, avec ces polymorphismes pour le lien entre cannabis et schizophrénie. Et puis, il va y avoir aussi les stresseurs, c'est-à-dire les événements de la vie qui vont mettre un peu en tension les systèmes régulateurs et qui vont donc exercer une certaine pression. Et on met souvent en lien, comme ça on peut mettre en lien la vulnérabilité à une maladie en fonction du niveau de stress et selon que l'on a peu de facteurs de vulnérabilité, on va être assez résistant. Si on a peu de niveau de stress, mais une vulnérabilité assez importante, on va être aussi résistant. Par contre, quand on est avec une forte vulnérabilité et des niveaux de stress même relativement faibles, on peut venir développer donc une maladie mentale. Donc il va y avoir, donc si on prend la métaphore du bateau, et ça va être cette vulnérabilité, l'état du bateau. Les stresseurs, ça pourrait être l'état de la mer, est-ce qu'elle est calme ou pas. Et il va y avoir aussi une fragilité, donc une vulnérabilité qui va être héritée et une qui va être acquise. Alors, celle qui est héritée, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des gènes et des polymorphismes sur certains gènes qui vont être permissifs. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de gènes en lien avec la schizophrénie. En fait, maintenant, on parle de risque polygénique, poly parce que plusieurs. C'est-à-dire qu'on a identifié beaucoup de gènes impliqués, soit dans une pathologie donnée, soit dans plusieurs pathologies. Il y a des recouvrements pour certains. Et plus on va être porteur de polymorphisme sur un nombre important de gènes, plus notre susceptibilité va être grande. Et puis, il y a la vulnérabilité acquise. Donc ça va pouvoir se passer donc pendant les périodes périnatales, par exemple certaines complications pendant la grossesse, complications pendant l'accouchement, aussi des maladies, des infections, des toxines qui pourraient être en contact avec la maman, la future maman, des maladies aussi que peut contracter le nourrisson. Et puis, des exemples pendant l'enfance, on sait qu'un certain nombre de traumatismes psychologiques vont avoir des effets forts, quelquefois à très long terme, pas tout de suite, mais ça va être par exemple un peu un sentiment d'abandon ou des maltraitances ou de la négligence, etc. On ne va pas avoir obligatoirement de répercussions tout de suite dans les années qui suivent ou dans l'enfance de la personne, mais à bien plus tardivement va pouvoir déclencher une maladie parce qu'il y a cette vulnérabilité, ça aura été une vulnérabilité acquise qui va être permissive pour ensuite, en fonction des stresseurs que l'on rencontre pendant la vie adulte, déclencher cette maladie. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est assez
ancienne, mais qui a pu montrer que, en venant mesurer le nombre de stresseurs que les individus avaient connus pendant l'année qui précédait l'enquête, eh bien, c'était relié à la probabilité de développer une maladie dans les 2 années qui suivaient. Donc, il y a plusieurs études qui sont comme ça, qui montrent bien que c'est un petit peu comme une pierre plus une pierre plus une pierre, et puis quand le réservoir est plein, ben, ça vient engendrer le développement d'une pathologie. Alors, ces vulnérabilités et ces stresseurs interagissent entre eux, puisqu'elles rendent plus fragile cette vulnérabilité face au stress. Par exemple, donc ici, une étude que je ne vais pas vous développer, mais il y a eu des expériences qui ont pu montrer que lorsque on était sur une cohorte d'individus qui avaient subi des maltraitances avant l'âge de 16 ans et qui étaient porteurs d'un polymorphisme sur un gène en particulier, qui est le gène TPH2, peu importe, eh bien ça montrait une connectivité diminuée entre l'amygdale, structure cérébrale donc très impliquée dans les émotions, et le cortex préfrontal, donc cette partie du cerveau qui est en lien avec la prise de décision. Donc une connectivité diminuée, ça veut dire qu'ils arrivent moins bien, la balance se fait moins bien, et donc ça peut être ensuite à l'origine d'un certain nombre de problèmes. Voilà, donc le message, c'est que non, on n'est pas tous égaux face aux addictions. Il va y avoir des personnes plus susceptibles que d'autres de développer des addictions de par la fragilité héritée, donc génétique, la fragilité acquise, les événements de la vie, en particulier pendant l'enfance et la jeunesse, et puis la rencontre de différents stresseurs lors de la vie adulte. Par contre, on peut entraîner notre cerveau pour limiter le développement des addictions. J'ai plus beaucoup de temps pour vous en parler, mais quand on fait chez des rats, encore une fois, on aime bien faire ça chez des rats parce que là, c'est pas éducation dépendant, milieu socio-économique dépendant, etc. Si on entraîne des rats à des tâches de mémorisation, un groupe contrôle et un groupe qu'on vient entraîner à faire des tâches de mémoire, et qu'on les met ensuite face à de la cocaïne, ils consomment. Par contre, quand ensuite on vient leur enlever cette cocaïne, eh bien ceux qui ont eu cet entraînement cognitif avant vont plus vite lâcher l'affaire, je dirais. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester... La manip, c'est on a toujours la pédale, ils ont toujours la pédale dans la cage, mais il n'y a plus rien qui sort. Eh bien ceux qui... Les rats contrôlent pendant des jours et des jours, continuent alors qu'il y a plus de délivrance de drogue, continuent à appuyer, donc à être dans cette recherche frénétique. Ceux qui ont été entraînés, donc cognitivement avant, très rapidement vont laisser tomber la pédale et se déshabituer donc de ce comportement compulsif. Donc ce n'est qu'un exemple parmi pas mal d'autres expériences qui montrent que déjà donc cognitivement, mais aussi par exemple l'activité sportive, l'alimentation, ça va être tout ce qui va être en lien avec ce qui est la plasticité cérébrale, c'est-à-dire un peu la capacité du cerveau à venir modifier, un peu renforcer d'autres réseaux, d'autres types de connectivité, et donc il y a cette possibilité d'agir qui est d'ailleurs utilisée dans un certain nombre de prises en charge thérapeutiques des personnes qui souffrent d'addiction. Donc, si l'humain est un bateau, il faut apprendre à naviguer pour faire face aux orages, d'autant plus si le bateau est fait d'un bois qui flotte mal, qu'il n'est pas bien bâti et qu'il a déjà subi des tempêtes. Je vous remercie pour votre attention.